Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui va peut-être un peu à contre-courant. Comment est-ce qu'on peut avoir une super note à un examen et en fait ne rien avoir compris du tout? C'est ce qu'on appelle l'illusion de la compréhension. C'est vraiment la question qu'on va se poser. On a tous tendance à penser que oui, bien sûr, une bonne note, ça veut dire qu'on a compris. Mais si c'était plus compliqué que ça? Et si réussir un test, c'était juste une preuve qu'on a bien compris les règles du test et pas forcément le sujet lui-même? Alors voilà le programme. D'abord, on va définir ce fameux piège de la réussite. Ensuite, on va prendre un exemple super concret en lettres pour que ce soit bien clair. On verra aussi pourquoi notre cerveau adore prendre des raccourcis. Et enfin, on découvrira la méthode Parmea et on verra comment elle change complètement la donne. Allez, on y va. Le piège de la réussite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand un élève, au lieu d'apprendre à maîtriser une matière, apprend en fait à battre le système, à gagner le jeu de l'examen. Et voilà, le point essentiel, il est là. Surtout avec les examens standardisés, les concours, les tests d'entrée, ces épreuves peuvent, sans le vouloir, récompenser les stratégies de contournement, plutôt qu'un vrai savoir. Un savoir qu'on peut réutiliser ailleurs. Du coup, l'élève n'apprend pas la littérature. Il apprend juste à réussir le QCM de littérature. Et ça change tout. Pour que ce soit limpide, on va prendre un exemple très parlant, tiré d'une question typique du SAT, ce fameux test que des milliers d'étudiants passent pour entrer dans les universités américaines. Ok, alors imaginez cette question, en anglais. On demande pourquoi l'auteur mentionne le sfumato de Léonard de Vinci. Il y a plusieurs options, et la bonne réponse, c'est la B. Provide a specific example of a technique. La clé ici, c'est de comprendre l'intention de l'auteur. Pourquoi a-t-il utilisé ce mot à ce moment-là? Face à un texte qui peut sembler compliqué, un élève qui n'a pas la bonne méthode ne va pas chercher à comprendre le raisonnement. Non, il va utiliser ce qu'on appelle une procédure naïve. C'est un raccourci mental, une sorte de scanner à mots-clés. Et le mécanisme est quasi automatique. Première étape, j'isole les mots que je reconnais dans la question, comme sfumato. Deuxième étape, je balaye le texte autour de ces mots pour trouver d'autres termes qui semblent liés. Troisième étape, je compare ma petite collection de mots avec les réponses proposées. Et là, bingo, la réponse B a le plus de mots en commun. Quatrième étape, je la sélectionne. Et voilà où est toute l'illusion. Le résultat, une réponse correcte. L'élève a ses points, tout va bien. Mais la compréhension du texte, de l'argument de l'auteur, de sa structure, zéro, absolument nul. Ce n'était pas un exercice de lecture, mais un simple jeu de reconnaissance de motifs. Alors on pourrait se dire, c'est de la paresse, mais en fait, non. C'est bien plus profond que ça. Il y a de vraies raisons cognitives qui expliquent pourquoi notre cerveau est programmé pour chercher ces raccourcis. Il faut d'abord comprendre la différence entre la compréhension procédurale et conceptuelle. Notre élève a une parfaite compréhension procédurale. Il sait comment faire pour trouver la réponse. Mais il lui manque la compréhension conceptuelle. Savoir pourquoi c'est la bonne réponse et ce que ça implique. Le chercheur Richard Skemp a mis des mots là-dessus. Il parle de compréhension instrumentale, c'est-à-dire j'ai une boîte à outils avec des règles et je les applique, par opposition à la compréhension relationnelle, où je comprends non seulement quoi faire, mais aussi pourquoi je le fais. Et le problème, c'est que les QCM valident massivement la première. Alors, pourquoi on fait ça? En gros, pour 3 raisons. D'abord, l'économie cognitive. Notre cerveau est un peu feignant, il cherche toujours le chemin qui demande le moins d'efforts. Ensuite, les heuristiques. Ces raccourcis mentaux sont hyper efficaces dans le cadre très fermé d'un QCM. Et enfin, le format lui-même. Un QCM, par définition, teste la capacité à reconnaître une information, pas à la construire. Bon, face à ce constat un peu déprimant, il y a heureusement une autre voie. Une approche qui ne se contente pas de contourner le problème, mais qui s'y attaque à la racine. Et c'est là qu'intervient la méthode PARMA, développée par Pascal Roulos. Et attention, ce n'est pas une méthode sortie d'un chapeau. Elle est le résultat de décennies d'expérience sur le terrain, à préparer des élèves à des concours ultra sélectifs. Elle se nourrit aussi d'années d'enseignement supérieur et surtout de la synthèse de plus de 30 ans de recherche avec plus de 1000 études et livres scientifiques analysés. C'est ce mariage entre la pratique et la théorie qui fait toute sa force. Allez, retour à notre question du SAT. Voyons maintenant comment un élève qui a été formé à la méthode Parma-Mère aborderait exactement le même problème. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Le changement le plus radical, il est là, dans l'objectif. On ne part plus à la chasse à la bonne réponse parmi une liste de choix. Non, l'objectif, c'est de comprendre comment l'auteur a construit son argumentation. Et là, la bonne réponse devient juste une conséquence logique, presque évidente de cette compréhension. La première étape, c'est le P de la méthode PARMA, la perception. Au lieu de voir une simple succession de phrases, l'élève apprend à voir le texte comme une architecture. Il devient capable d'identifier la thèse, la fondation, les arguments, les murs porteurs, et les exemples, les décorations qui illustrent le tout. Ensuite, on a le A pour association.
Ici, on ne se contente plus de repérer des mots-clés qui flottent. On tisse activement des liens logiques entre les idées. L'élève comprend que le sfumato n'est pas juste un mot posé là, mais qu'il serve de preuve concrète à l'idée de réalisme que l'auteur développait juste avant. C'est un lien de cause à effet. La troisième étape, le R, c'est la réflexion. C'est le moment où l'on prend de la hauteur. L'élève se pose des questions sur les choix de l'auteur. Pourquoi avoir choisi l'exemple du sfumato et pas un autre? Est-ce le plus pertinent? Quelle est son intention cachée? On passe de lecteur passif à analyste critique. Puis vient le M de mémorisation. Et là, c'est un point très fin. L'idée n'est pas de mémoriser le fait que de Vinci utilisait le sfumato. Ça, c'est anecdotique. Ce qu'on mémorise, c'est le schéma argumentatif, je pose une affirmation et je la prouve avec un exemple technique. C'est cette structure-là qui est précieuse parce qu'on la retrouvera dans des centaines d'autres textes. Et on arrive au dernier ARA, l'action transformatrice. C'est le but ultime. Avoir compris, c'est bien, mais utiliser cette compréhension pour créer quelque chose de nouveau, c'est mieux. L'élève qui a démonté le mécanisme de l'auteur est maintenant capable de le remonter, de l'utiliser pour sa propre pensée. Et du coup, ça change complètement la façon d'évaluer. Oubliez le QCM. On pourrait demander à l'élève, par exemple, de critiquer l'auteur en utilisant sa propre structure. C'est la preuve ultime de la compréhension, la capacité non seulement de reconnaître, mais de recréer et de manipuler un modèle de pensée. On termine donc sur cette question, qui résume tout. La méthode PARMA ne se contente pas de rendre les stratégies naïves inutiles, elle les rend intellectuellement fades. L'objectif n'est plus la quête angoissée de la bonne réponse, mais la construction patiente d'un raisonnement si solide que la bonne réponse n'est plus une trouvaille, mais une conclusion inévitable.